bienvenue dans Xenius. Bonjour et soyez les bienvenus dans l'émission qui a toujours la patate et aujourd'hui encore un petit peu plus. Nous sommes dans un champ de pommes de terre dans le Loiret, près d'Orléans. Question du jour. La pomme de terre est-elle en crise? Cette pomme de terre-là, est-ce que vous la connaissez? Et celle-ci, vous la connaissez? Alors, si vous allez faire vos courses au supermarché en Allemagne, vous allez remarquer qu'on ne fait la différence qu'entre les pommes de terre à chair ferme et les pommes de terre à chair farineuse. Rien de plus. Vous connaissez cette patate? Oubliez le nom. Et cette patate, Frangeli? Non, Franceline et Vitlotte. Franceline et Vitlotte, peu importe, elles sont belles. Elles sont naturellement très belles, elles sont françaises. En tout cas, c'est sûr qu'en Europe, on mange de moins en moins de pommes de terre. En 1950, chaque Allemand mangeait chaque année 180 kilos de pommes de terre. En France, la même année, c'était 95 kilos. Et aujourd'hui, ce ne sont plus que 60 kilos en Allemagne, 50 kilos en France. Alors, on ose la question, est-ce que la pomme de terre va disparaître ? Pour commencer, nous vous présentons une personne qui se bat pour la pomme de terre. Et cette personne vient d'où? D'Allemagne. C'est le mois de septembre. La récolte de pommes de terre bat son plein dans la campagne allemande. Les variétés qui y sont cultivées sont quasiment toutes arrivées à maturité. À la ferme Ellenberg, aujourd'hui aux mains de Karsten, on cultive la pomme de terre depuis plus de 150 ans. Mes arrière-grands-parents et mes grands-parents en cultivaient déjà. Puis mon père a développé l'activité en se tournant vers les pommes de terre de semences. Moi, j'ai fait pousser mes premières patates dans le jardin pour mon père. Je les lui ai vendues et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers sous. Il en a ensuite fait son métier. Ces 20 hectares de champs donnent chaque année 300 à 400 tonnes de pommes de terre bio qu'il récolte et prépare avec l'aide de ses 9 employés. Les Ellenberg vendent eux-mêmes leur production directement à la ferme, comme beaucoup d'agriculteurs, mais aussi et surtout sur Internet. Ils écoulent par ce biais environ la moitié de leur récolte, qu'ils expédient un peu partout en Europe. La patate à l'heure d'Internet. Et si vous croyez que les pommes de terre sont forcément jaune pâle, comme au supermarché, attendez-vous à en voir de toutes les couleurs. Les pommes de terre à chair rouge ou bleue contiennent des anthocyanes, des pigments aussi présents dans le chou rouge, la betterave ou le raisin noir, qui régulent le système cardiovasculaire et ont un effet anti-inflammatoire. Karsten Ellenberg a un goût prononcé pour les variétés rares, qu'il peut satisfaire sans peine, puisqu'on dénombre plus de 5000 sortes de pommes de terre dans le monde. Toutes remontent à une seule et unique espèce, originaire de la cordillère des Andes. Aujourd'hui, ces très nombreuses descendantes sont cultivées et consommées aux 4 coins du globe. Les plus grands producteurs sont la Chine, l'Inde et la Russie. La France n'arrive qu'à la 11e place. La fierté de Karsten Ellenberg, sa banque de gènes. Loin des 5000 variétés recensées, elle en compte tout de même 150. Sur ses étagères, des espèces anciennes et rares, d'autres plus exotiques ou bien encore sauvages et jamais modifiées par l'homme. Des variétés qu'il croise pour obtenir de nouveaux cultivars. Les pommes de terre étant des plantes vivantes, nous les conservons dans ce milieu stérile pour les protéger des agents pathogènes. Mon stock me permet de choisir quelle variété je veux utiliser, que ce soit pour la cultiver puis la consommer, ou pour procéder à une hybridation. Je peux faire ma sélection sans avoir à demander d'autorisation. Ce trésor vivant pousse et se multiplie. Il faut donc régulièrement replanter les jeunes pousses. Chacune va donner un nouveau plant génétiquement identique à la plante mère. Karsten Ellenberg puise dans cette réserve génétique au gré de ses besoins. Il peut par exemple croiser une espèce sauvage et résistante aux maladies avec une autre espèce reconnue pour sa saveur, afin d'obtenir une nouvelle variété réunissant ces 2 qualités. Son objectif ultime, combattre l'ennemi juré de la pomme de terre, le mildiou, qui peut décimer jusqu'à 20% d'une récolte.
Le mildiou apparaît lorsqu'il fait chaud et humide et provoque la mort précoce des plantes. Donc nous récoltons de petits tubercules. S'il fait trop sec pour le mildiou, la plante pousse bien et ses tubercules grossissent. Mais alors, c'est le doryphore qui menace. Il dévore les feuilles, fait mourir la plante, et là aussi les pommes de terre sont trop petites. Un combat à 2 contre 1. Mais pour Karsten Ellenberg, ce n'est pas tant un problème qu'un défi qu'il compte bien relever à force de persévérance. Car il faut du temps pour savoir si l'un des hybrides qu'il a lui-même créé peut effectivement devenir un cultivar viable et naturellement résistant. Dans l'immédiat, c'est la récolte de l'année qui demande son attention. Les pommes de terre qui ne sont pas consommées ou vendues dans l'immédiat sont stockées. Elles se conserveront 1 an si les bonnes conditions sont réunies. Dans l'idéal, les pommes de terre doivent rester au frais, au sec, et surtout dans l'obscurité. Si elles sont exposées à la lumière, elles verdissent et sécrètent de la solanine qui leur donne un goût amer. S'il y a trop d'humidité, des moisissures risquent de se développer et de les faire pourrir. Et s'il fait trop chaud, elles vont se dessécher et germer. Un danger à éviter à tout prix, car la solanine présente dans les germes et les pommes de terre vertes est toxique. On la trouve aussi en faible quantité dans la peau, par ailleurs riche en vitamines. Quand la pomme de terre est jeune, sa peau a bon goût et elle est plutôt saine. C'est quand elle verdit que la dose de solanine augmente. Cela lui donne un goût amer et on ne peut plus la consommer, donc il vaut mieux faire attention. Ainsi, tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature de la pomme de terre, sauf le vert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà en action? On est champs, c'est ça? Très bien. À tout à l'heure. Ouais, on vient de le voir, il y a encore un peu d'espoir pour la pomme de terre dans la culture culinaire allemande. Hein. Et puis on va voir ce qu'il en est ici, sur l'exploitation familiale des Belin-Mercier. On va retrouver le père qui va nous montrer comment ça se passe dans la région centre, ici, qui est une des grandes régions de la pomme de terre, puisqu'elle produit 10% des pommes de terre françaises. Est-ce qu'on peut se permettre de conduire le tracteur? Bien sûr. Ouais. Alors, je vois une fleur violette, une fleur blanche. François Boulin, vous cultivez des pommes de terre ici et ça montre que vous avez au minimum 2 variétés de pommes de terre. Elles portent des jolis noms aussi. Ah ouais. La blanche là ici s'appelle la Victoria. Ah. Et la rose s'appelle la Franceline. Très belle. Vous nous expliquez comment la plante est bâtie? Par exemple, sur Victoria? Oui, bien sûr. Nous avons donc vu la fleur qui était toute blanche, qui va donner un fruit qui ressemble à une petite tomate. Et on peut les manger en salade, ces fruits? Ah non, c'est pas comestible, donc c'est pas une tomate malgré que ce soit de la même famille. Elle a une grosse tige qui va donner par exemple 4 tiges, mais 4-5 tiges maximum, pas beaucoup de tiges, assez hautes, avec des feuilles qui s'étalent assez. Donc chaque variété a ses caractéristiques. Mais c'est pas encore la pomme de terre, par contre. Ah non, là ce ne sont que les feuilles qui vont permettre de nourrir les pommes de terre qui sont sous le sol. Vous nous les montrez? Ah bien sûr, on va aller voir ce qui se passe. Alors, voilà. Alors je tiens l'ensemble des pommes. Ah, c'est toute petite encore. Ah ben oui. Donc c'est une pomme de terre qui va être assez ronde. Ah, ce sent la pomme de terre. On découvre qu'il y a la mère, la pomme de terre que nous avons plantée au printemps et qui, en germant, a donné les premières tiges qui sortent de terre et qui donnent les feuilles. Et puis, dès que les feuilles sortent, eh bien, ça commence à faire des petites pommes de terre au bout des stolons, voilà, qui grossissent. Et voilà donc les filles qui arrivent et qui vont petit à petit grossir dans le sol. Donc si on prenait une pomme de terre à la maison et qu'on la mettait en terre, ça donnerait une Bien pomme de sûr. terre? Si vous les laissez un petit peu germer, et puis vous les plantez dans votre jardin, et ça vous donnera des nouvelles pommes de terre. Voilà, vous en plantez une et vous en récolterez entre 5 et 18, suivant les variétés que vous choisissez.
Donc, on ne mange pas les fruits, on mange les tubercules. Mais en Europe, on les mange de moins en moins parce que la pomme de terre a un problème d'image. On dit qu'elle fait grossir, il prend longtemps pour la cuire et aussi il faut la peler, tout ça. C'est étrange parce que la pomme de terre a une histoire culinaire depuis longtemps. C'est l'un des principaux aliments de base sur notre planète. Et pourtant, la pomme de terre a longtemps été dédaignée avant d'être enfin sacrée reine de nos assiettes. Elle est partie à la conquête du monde il y a 400 ans. C'est en arrivant chez les Incas que les conquistadors espagnols font la connaissance du petit tubercule. Sur les hauts plateaux andins, en Amérique du Sud, la pomme de terre est cultivée depuis 8000 ans. Les Espagnols la ramènent dans la soute de leur navire au XVIe siècle. Mais au début, les cours princières européennes l'apprécient seulement en tant que plante ornementale pour ses fleurs délicates. Ce n'est que sous Frédéric le Grand que la patate fait son entrée dans nos cuisines. Le roi de Prusse compte sur le tubercule, très nourrissant, pour lutter contre la famine, et publie le fameux édit des pommes de terre en 1756. Celui-ci oblige les paysans de Prusse à cultiver la pomme de terre malgré leur réticence. Cela fait aujourd'hui 250 ans qu'elle s'invite régulièrement à notre table, en dépit de la mauvaise réputation que certains voudraient lui donner, car horreur, la patate ferait grossir. De nombreux régimes la diabolisent et l'ont bannie des assiettes. Sa haute teneur en fécule, un glucide rapidement assimilable, fait vite monter la glycémie. Or, mieux vaut que celle-ci reste stable pour éviter toute fringale par la suite. La vérité, c'est que tout dépend de la façon de cuisiner la pomme de terre. Le plus risqué, la purée et les pommes de terre au four. Préparées ainsi, elles gardent une teneur élevée en glucides à assimilation rapide, qui font vite grimper la glycémie. Mais la plupart d'entre nous ignorent qu'il suffit de laisser refroidir les pommes de terre pour que ces mêmes glucides soient absorbés plus lentement. De quoi éviter l'effet yo-yo de la glycémie. Un bon point donc pour la salade de pommes de terre et les patates rôties après une cuisson préalable à l'eau. À condition bien sûr de ne pas noyer le tout dans la graisse. Encore mieux, les patates cuites à l'eau salée, pelées ou en robe des champs, surtout lorsqu'il s'agit de pommes de terre primeurs ou à chair ferme. La pomme de terre se compose d'eau à 77% et de glucides sous forme de fécule à seulement 16%. 100 g de patates à l'eau salée ne contiennent que 70 calories, alors que les spaghettis en apportent 5 fois plus. Autre point fort, par rapport au pain blanc, aux pâtes, aux fruits ou aux poissons, la pomme de terre est de très loin l'aliment qui rassasie le mieux. La sensation de satiété après un repas évite le grignotage dans les heures qui suivent. En résumé, la pomme de terre est un aliment très sain, riche en acide folique, en minéraux et nutriments. Elle contient même plus de vitamine C que certains fruits exotiques, ce qui lui vaut le surnom de « citron du Nord » en Allemagne. Par ailleurs, les variétés à chair rouge, violette ou bleue sont riches en substances végétales secondaires qui diminuent le risque de certains cancers ou de maladies cardiovasculaires. Alors, longue vie à la patate! Consommée avec modération, elle est bonne pour notre santé et même pour la silhouette. Ouh là là, ça a l'air d'un marché ici, hein? Mais Marc de Ferrière, vous n'êtes pas marchand, vous êtes historien de la pomme de terre. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'on voit ici? on voit plein de pommes de terre, on voit des belles pommes de terre. Donc la Franceline que l'on a vue dans le jour. Avec des fleurs voilà. violettes. Donc là voilà. Ça c'est cru et ça c'est cuit. Et ça c'est cuit. Moins sucré. Ici on a la bleue de la Manche, un peu plus farineuse. Les pommes de terre bleues souvent ont ce petit côté un peu
Un peu noisette, un peu sucré. Ça, c'est Annabelle. Annabelle. Bonjour, Annabelle. Ils ont des jolis noms de femmes à chaque fois. Elle est plus croquante, celle-là. Alors maintenant, c'est vraiment pas facile de s'imaginer qu'en Europe, les patates sont menacées par disparition, on peut dire. Non, c'est excessif, disparition. La consommation diminue. Oui, la consommation diminue. Alors, il y a une raison, je dirais, objective, qui est que toutes les statistiques dans le monde montrent que quand le niveau de vie des pays augmente, la consommation par tête de pommes de terre diminue. C'est les changements de mode de vie avec l'urbanisation, le travail des femmes et les méthodes de cuisson nouvelles. On passe moins de temps à faire de la cuisine, on est plus en ville, et de ce fait, la pomme de terre subit très fortement la concurrence de deux féculents qui sont sur le même créneau qu'elle, le riz et les pâtes. Ça veut dire qu'il y a d'autres pays ailleurs qu'en Europe où la consommation est plutôt en augmentation? Il y a toujours des pays où on en mange plus. Le pays aujourd'hui, le premier marché, c'est la Chine. Oh. Et c'est en particulier toute la moitié nord de la Chine où il n'y a pas de tradition du riz et où la pomme de terre connaît un très très fort accroissement de sa consommation et de sa production. Mais ça, c'est vraiment étonnant. Alors, les pommes de terre sont devenues très populaires en Chine, par exemple. C'est pourquoi? Une grande part de la production se fait dans les jardins parce que c'est facile à planter, parce qu'elle a un grand rendement, donc il ne faut pas de grande surface pour la produire, que ça demande moins de travail que du riz, par exemple, qui est compliqué avec des rizières, on ne peut pas le faire de la même façon, que c'est aussi une production qui peut être familiale, c'est facile que l'ensemble de la famille participe à l'entretien du champ ou du jardin. Et puis l'avantage de la pomme de terre, c'est que comme elle se conserve 1 an, on peut en manger toute l'année. Et puis à la fin de l'année, en cours d'année, c'est pas compliqué d'en replanter pour refaire une récolte ensuite. Merci. Alors, on a bien compris que la pomme de terre est tellement précieuse, il faut la préserver pour le futur. Mais sa culture est aussi confrontée à des difficultés. Le pourrissement ou les nuisibles, par exemple. Alors, le futur de la pomme de terre peut être OGM ou pas. Des pesticides déversés dans les champs, par milliers de litres et jusqu'à 1 fois par semaine. Voilà comment presque tous les cultivateurs de pommes de terre en Europe combattent son principal ennemi, le mildiou. Cette maladie est due à un micro-organisme nommé Phytophthora infestans, capable de se propager à une vitesse étonnante dans les cultures. Sans les pesticides, il anéantirait systématiquement une grande partie des récoltes. Problème, ces produits nuisent à l'environnement, aux animaux et aux hommes. Les chercheurs de l'Institut de biologie végétale à l'université de Wageningen aux Pays-Bas veulent donc trouver le moyen de se passer de ce cocktail chimique. Dans leur serre, ils cultivent des pommes de terre sauvages mexicaines. Leurs tubercules sont trop petits pour être consommés, mais certaines de ces variétés s'avèrent résistantes contre la maladie. Un avantage dû à leur gène et dont les chercheurs veulent tirer profit. La pomme de terre est la 4e plante vivrière la plus cultivée dans le monde. Et sa consommation augmente dans les pays en développement. Le mildiou est la principale menace qui pèse sur cette culture. Mais nous pensons avoir trouvé une solution. Il s'agit d'identifier les gènes résistants à la maladie dans le génome de variétés sauvages de pommes de terre, puis d'introduire ces gènes dans celles qui sont cultivées et destinées à la consommation. Afin de dénicher les gènes résistants des variétés sauvages, les scientifiques commencent par hacher leurs feuilles. Le patrimoine génétique est contenu dans le noyau, au cœur des cellules. Des enzymes spéciaux vont se charger de l'en extraire. Les chercheurs peuvent alors rechercher dans le génome le gène spécifique qui rend la plante résistante au mildiou. Ils introduisent ensuite ce gène dans l'ADN de variétés couramment cultivées dans l'espoir de les rendre elles aussi insensibles à la maladie. Quelques mois plus tard, les pommes de terre transgéniques quittent le laboratoire pour un test grandeur nature dans un champ d'expérimentation de l'université. Les chercheurs veulent vérifier dans les conditions réelles si leur manipulation porte ses fruits. Ils plantent également des pommes de terre qui n'ont pas été modifiées génétiquement, de la même variété, la désirée, cultivée dans toute l'Europe depuis des dizaines d'années.
Puis vient le moment d'infecter toutes les plantes avec le micro-organisme du mildiou. Évidemment, aucun pesticide n'est utilisé par la suite. Le déroulement de l'expérience est filmé. Tous les plants commencent par pousser normalement. Mais au bout de 10 jours seulement, les pommes de terre désirées normales, ici à gauche, voient leurs feuilles se tacher de brun. Une vingtaine de jours plus tard, tous les plants de désirés non modifiés sont morts. Les plants transgéniques, en revanche, se portent à merveille. Voici 6 plants de désirés classiques, qui sont tous complètement morts. Là, nous avons la même variété, à laquelle nous avons ajouté le gène résistant issu d'une variété sauvage sud-américaine nommée Solanum chacoense. Un seul gène a été introduit, et vous voyez qu'elle n'est que légèrement atteinte par la maladie. Par là, nous avons toujours la même variété, la désirée, mais cette fois, nous y avons introduit 2 gènes issus de variétés sauvages, la chacoense et la bulbocastanum. Et là, il n'y a pas la moindre trace de mildiou. L'expérience est un succès. Mais tout le monde ne voit pas l'arrivée de ces pommes de terre transgéniques d'un bon œil, bien au contraire. En 2010, dans un champ au nord de l'Allemagne, la société BASF a planté pour la première fois des pommes de terre transgéniques. Leur récolte s'est faite sous protection policière. Et même le ministre de l'économie allemand de l'époque, Rainer Brüderle, était présent. La variété nommée Amflora était destinée à la production de fécule à usage industriel et sa culture était approuvée par la Commission européenne dans des conditions strictes. Mais les organisations environnementales opposent un refus total à toute plante transgénique. Leur crainte, qu'elle se propage dans la nature hors de tout contrôle et que leur consommation nuise à notre santé. La transgénèse pose problème, surtout à cause du mode de transmission du matériel génétique. Aujourd'hui, on ne sait pas bien contrôler l'endroit où le gène étranger va s'implanter. Quelle que soit la méthode employée ou le gène transmis, les effets indésirables sont inévitables. Les chercheurs hollandais reconnaissent qu'ils ignorent où le gène résistant s'insère dans l'ADN des pommes de terre. Mais ils sont désormais capables à la fois d'isoler et d'introduire un gène résistant. Des lampes à rayons ultraviolets mettent en évidence l'ADN de différentes variétés sauvages. Voici le profil ADN d'une variété résistante et celui d'une autre, sensible au mildiou. On retrouve la plupart des séquences dans les 2 cas, mais certaines sont spécifiques à la plante résistante. Cela nous indique où se situe le gène correspondant. Seuls les gènes résistants sont prélevés. Une méthode appelée cisgénétique, pour laquelle on utilise exclusivement les gènes de variétés parentes et non ceux d'autres végétaux. Les chercheurs peuvent ainsi travailler plus vite et plus précisément. Alors qu'avec une hybridation classique, des milliers de gènes se mélangent, la cisgénétique permet aux chercheurs de procéder à des modifications ultra précises. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le risque n'est pas plus élevé qu'avec un croisement classique. L'autre avantage, c'est que la création d'une nouvelle variété par ingénierie génétique ne dure que 2 ou 3 ans, contre jusqu'à 15 ans avec la méthode traditionnelle. La variété transgénique des chercheurs néerlandais n'a pour l'instant été plantée que sur des champs d'expérimentation aux Pays-Bas, en Irlande et en Suisse. Avant d'être autorisée sur le marché, elle doit passer plusieurs tests de contrôle et de sécurité. Les biologistes veulent même introduire 4 gènes résistants dans la plante. Sinon, le risque demeure que le micro-organisme ne s'adapte et ne continue à attaquer les plantes transgéniques. Si l'on veut continuer à manger des pommes de terre, il faut faire des choix en conséquence. Soit on choisit de poursuivre l'épandage de pesticides contre le mildiou, soit on opte pour des méthodes comme la cisgénétique qui permet d'éviter le recours aux pesticides. Les nouvelles variétés transgéniques pourraient aider à limiter l'utilisation de pesticides et protégeraient les cultivateurs du monde entier contre la perte de leurs récoltes, à condition que la science parvienne aussi à convaincre les opposants de l'utilité de cette méthode. La pomme de terre, ça reste
Ces pommes de terre ici, on sait exactement d'où elles viennent. Important. Alors, la pomme de terre reste au cœur du débat, mais une chose est certaine, elle est bonne pour la santé, elle est délicieuse et très jolie. Ouais. Quand on voit ce qu'Anne Mercier nous a préparé aujourd'hui, je crois qu'il est vraiment temps qu'on fasse la paix avec la pomme de terre et qu'on redécouvre toutes ces belles variétés. Puis si vous avez encore l'appétit de connaissances, vous pouvez nous retrouver tout de suite sur Arte+7 sur Internet. À la prochaine. Au revoir. Restez curieux et à bientôt. Salut. Bon, on peut les essayer. Alors. Alors, c'est bon.